Bonjour à tous. Bienvenue à cette session pendant laquelle nous allons explorer ensemble ce sujet très important, très intéressant et parfois mal compris. C'est le sujet de la réincarnation, mais dans la perspective karmique. Et nous allons entamer un tout petit peu sur le modus operandi, qui est certainement la partie la plus intéressante pour tout le monde. Premièrement, j'aimerais bien faire un rappel de la session du 23 mai, pendant laquelle nous avons abordé le sujet de la réincarnation comme hypothèse et nous avons étayé cette hypothèse avec des faits racontés dans soit des reportages, des écrits, des documentaires dont vous avez reçu déjà les liens et les références. Alors, l'hypothèse de la réincarnation ne peut se séparer de la loi du karma. Nous allons voir aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'utilise le mot perspective? Tout simplement parce que quand on parle de réincarnation, on s'y intéresse, on peut constater une chose indéniable, qu'il existe beaucoup d'autres mouvements, d'autres courants de pensée qui sont basés sur la réincarnation, mais qui ignorent même l'existence ou le concept de karma. Ces personnes ou ces courants, ces mouvements exploitent surtout cette notion de réincarnation à un niveau très superficiel, sans aller au fond du sujet, qui est au fond, c'est le karma lui-même. Mais donc, nous allons explorer cet aspect, tout en mettant en préambule qu'il existe des mouvements qui ne parlent pas du tout de karma, mais qui s'intéressent à la réincarnation. Donc, en préambule, tout de suite, je dis que la réincarnation ne peut pas se dissocier du karma, étant elle-même, la réincarnation, elle-même un moyen parmi d'autres pour le karma de se réaliser, de s'appliquer partout dans l'univers, mais particulièrement sur notre planète Terre. La planète Terre appartient à une chaîne d'évolution particulière, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va explorer ce sujet dans une autre session. Donc, la réincarnation est indissociable au karma. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler beaucoup de karma. Réservons ce sujet pour la prochaine session où il sera exploré en même temps que la notion de dharma. Aujourd'hui seulement, on peut voir qu'il est tout à fait nécessaire de rappeler les différences entre des notions que je vais citer là maintenant pour ne pas, pour éviter l'embrouillage après, parce que quand on parle parfois des termes qui ne sont pas très appropriés ou précis. Premièrement, il faut distinguer la réincarnation de la métempsychose. On a déjà parlé à la dernière fois, mais aussi greffé à cela, il y a un autre phénomène beaucoup plus périphérique, mais on va donc explorer et dire d'abord que la réincarnation, c'est le phénomène qu'après la mort, l'âme de la personne défunte revient en vie sous une autre forme d'expression. Et parfois, dans certaines écoles bouddhiques, ce terme de réincarnation est remplacé par un autre terme qui est renaissance, qui, à mon point de vue, couvre beaucoup plus large le phénomène. Et nous allons voir un peu plus tard pourquoi. Donc, il faut faire la distinction entre la réincarnation qui dit que l'âme du défunt, de la défunte, reprend vie dans une autre expression de forme. Tandis que la renaissance, il y a aussi une
je dirais, une prise en possession d'une autre forme d'expression, mais qui n'est pas nécessairement un corps physique. Puis après cela, la métempsychose, c'est seulement le corps d'un individu peut être habité temporairement ou en permanence par l'âme d'un autre individu, avec ou sans accord. Et ce phénomène de la métempsychose pourrait éclairer certains cas de possession. Alors, on ne va pas rentrer dans ce détail de possession parce que ce n'est pas très intéressant. Alors, on peut se poser la question comment se passe tout le processus, c'est-à-dire qu'après la mort, etc. Alors, jusqu'à la naissance suivante et qui est dans un corps physique. Je peux vous dire tout de suite que vous serez très déçus, car à la fin de cette session, vous ne pourrez pas immédiatement définir qui vous avez été dans votre vie précédente ou dans les vies précédentes. Parce que c'est impossible. On va expliquer pourquoi. Cependant, les indications mentionnées ici, par la suite ici, vont nous permettre de comprendre le processus dans les grandes lignes et nous orienter par déduction vers des hypothèses plausibles. Alors donc, on doit d'abord comprendre le processus par assimilation des principes suivants. C'est-à-dire qu'on ne va pas expliquer comme en mécanique, on met une pièce dans une autre et puis ça reproduit comme l'automobile, comme un avion, comme une bicyclette, et on démonte toute la mécanique et on remonte la mécanique. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je dirais heureusement pour nous, puisque nous ne sommes pas formés de mécanique. L'univers n'est plus, depuis longtemps, dans la compréhension humaine, n'est plus un milieu mécanique. Mais il y a d'autres forces en jeu. Alors donc, pour comprendre le principe de comment la réincarnation va se passer, on va se baser sur 4 principes. Et ces 4 principes vont nous aider fondamentalement à comprendre le comment par la suite, mais sans précision aucune, mais comprendre très finement comment le processus de réincarnation va se passer. Je vais les citer d'abord et après je vais commenter un à un. Le premier principe, c'est le principe de l'agrégation par similitude. C'est-à-dire qu'en général, on dit tout ce qui se ressemble, s'assemble. On comprend très bien. D'ailleurs, c'est tellement connu populairement que ça devient quelque chose d'universellement accepté. Le deuxième principe, c'est le raisonnement par analogie. Ça, on va rester encore un tout petit peu après. Et le troisième principe, c'est l'application de l'analyse et de la synthèse. Les deux doivent jouer ensemble comme complémentaires. Et le quatrième principe, c'est la vérification de la plausibilité de tout phénomène, de chacun des phénomènes, par l'usage du discernement. Donc, nous basons sur ces principes, nous pouvons déterminer beaucoup de choses après dans notre vie. Commençons déjà par le premier principe, qui dit agrégation par similitude. On le sait très bien que notre rencontre aujourd'hui est basée sur ce principe, c'est-à-dire que nous nous sommes intéressés à certains sujets, nous nous sommes investis d'une certaine façon, dans une certaine mesure, à explorer ces sujets et nous nous assemblons quelque part en temps, espace particulier pour le faire ensemble. Donc, nous nous ressemblons quelque part dans cette unité de l'intérêt d'un ordre universel. Donc, nous sommes ensemble. Il y en a d'autres. Hein. Je dirais que si on applique le principe de ce qui se ressemble s'assemble, ça s'applique aussi bien au club de football, sans jugement de valeur. Hein. Tout simplement, à un certain niveau conceptuel, émotionnel, intellectuel, on s'assemble. Donc, quand on se ressemble, on s'assemble. Pour le deuxième principe de l'analogie, on raisonne par analogie.
par analogie, qu'est-ce que c'est qu'analogie? Je me suis dit, c'est difficile d'expliquer ce phénomène, cette caractéristique de l'analogie. Alors, je suis allée dans le Larousse pour être sûre. Alors, le Larousse dit rapport existant entre les choses ou entre les personnes qui présentent des caractères communs, ressemblances, similitudes. Exemple, analogie de deux situations, entre deux situations, d'une situation avec une autre. On peut très très bien étendre ceci entre deux personnes, entre deux existences, entre deux carrières, entre deux tout ce qu'on peut pour comparer et on trouve des ressemblances. Ce principe d'analogie, Madame Blavatsky nous a mis en exergue en disant il faut apprendre par analogie. Cela veut dire quoi? Dans les méthodes d'apprentissage, nous avons une multitude de choses et on peut caractériser par les étapes. Bon, j'ai sauté les étapes. Je dis seulement que quand on veut étudier, on peut apprendre par analogie, il faut d'abord observer. On observe et à partir de cette observation, on raisonne. Et à partir du raisonnement, évidemment, il y a un processus qui se met en place dans le mental et aussi dans le cerveau, mais d'abord dans le mental, qui fait qu'on raisonne et on dit qui est-ce qui ressemble à qui. Quand je pensais à cela, c'est très amusant parce que je me suis dit, mais si on fait ça, on peut découvrir beaucoup de choses. Alors, vous allez peut-être rire avec cela, mais je trouve que la chose frappante, c'est la différence et le fossé entre deux choses analogiques, mais que finalement, on trouve quelque chose quand même. Quand je lisais pour me distraire, des choses sur l'histoire de l'évolution sur Terre, je tombais sur le tyrannosaure Rex. Et puis finalement, de fil en aiguille, on nous dit que c'est l'ancêtre du poulet aujourd'hui. Alors je me suis dit, mais zut alors, j'ai vu quelque part, je me suis dit, de façon dont il marche, ce tyrannosaure, et puis aussi la façon dont il se comporte, oui, il y a quelque chose. Mais maintenant, il y a une preuve, à ce qu'il paraît, qu'ils ont trouvé des ADN qui lient l'un et l'autre. Enfin, ceci, c'est pour marquer l'esprit, pour frapper et pour faire rire. Donc, l'analogie nous aide à gagner du temps. Vous savez, à gagner du temps. C'est-à-dire qu'on peut voir déjà, avoir une certaine intuition de la chose sans avoir évidemment cette prétention de décider que c'est comme ça, on ne connaît jamais la vérité, et on dit il se peut que, et bien avec il se peut qu'avec analogie, cela s'avère juste. Le troisième principe, c'est le principe de l'application de l'analyse et de la synthèse. Tout le monde connaît de toute façon dans les grandes lignes. Mais selon les explications de Ika Tamni, et je vous recommande de lire cet ouvrage, il explique que ce processus de l'analyse et de synthèse, de façon très claire et de façon très rigoureuse. Le processus d'analyse s'appelle Vitarka. Vitarka s'écrit V-I-T-A-R-T-A. Et le processus de synthèse s'appelle Vichara. Ça s'écrit V-I-C-H-A-R-A. Ces deux mots-là ne représentent pas l'opposition d'un processus, mais ce sont deux processus complémentaires si on veut bien penser. Premièrement, explorons un tout petit peu sur la méthode Vitarka, c'est-à-dire l'analyse. Je donne un exemple. Nous regardons dans nos promenades, nous regardons la forêt et nous voyons les arbres. Et depuis les arbres, l'ensemble des arbres, on voit déjà les branches, puis les feuilles, puis on peut aussi analyser jusqu'à la racine et allant plus loin, on peut même arriver à la biologie
de cet arbre. Hein. Et on connaît tout de cet arbre, mais que l'arbre. La méthode Vichara, la synthèse, c'est qu'on regarde la forêt et on constate quelque chose de commun à tous les arbres, et particulièrement quand vous vous trouvez dans une bambouseraie, là où les bambous poussent toujours droit, hein, vertical. Il n'y a pas de bambou qui pousse comme ça, un bambou qui est tout droit. Alors donc, quand vous regardez une bambouseraie, qu'est-ce qui se dégage de cela? On dit que l'aspect le plus frappant dans tous les bambous, c'est cette verticalité. Et de l'observation des bambous séparés en individus dans la bambouseraie, on arrive à cette observation synthétique que c'est la verticalité qui définit tous les arbres. Là, c'est la méthode du particulier au général, alors que le Vitarka, la méthode, c'est d'aller du général au particulier. Les deux doivent se compléter pour pouvoir être utiles dans la pensée. Nous allons voir par la suite. Hein. Alors, le quatrième principe, c'est la vérification de la plausibilité du phénomène par l'usage de notre discernement. Parce que quand on utilise toutes les ressources déjà dans les trois principes, nous pouvons faire des erreurs. Des erreurs de l'ordre du raisonnement, du mental, parce que nous avons mal défini notre paradigme du départ. Si le paradigme du départ veut que l'on trouve quelque chose qui nous flatte, qui nous gratifie, évidemment, dans cette recherche, il y a quelque chose qui serait distordu. Donc, dans le quatrième principe, qui est vraiment un verrou de sécurité pour nous, c'est l'application, la vérification de la plausibilité. Je conclus jusque-là ça, mais est-ce que c'est plausible ou bien c'est une prétention, une distorsion de ma prétention? D'accord? Donc, en appliquant l'usage du discernement, qui exige l'intégrité de la pensée, qui exige aussi l'humilité. Alors donc, avec les quatre principes, on peut chercher dans notre propre vie la suite, c'est-à-dire avec beaucoup moins d'erreurs. Maintenant, on pose cette question complètement dans le cœur du sujet. La réincarnation se passe donc après la mort physique. Ben oui, sinon il n'y a pas de réincarnation. Donc la réincarnation, c'est après la mort physique. Qu'est-ce qui se passe après la mort physique? Après la mort physique, il y a un temps d'assimilation. C'est-à-dire, c'est comme si on a tellement travaillé dans la vie qu'on doit se reposer. Non seulement on doit se reposer, mais on doit assimiler toutes les expériences que nous avons vécues, n'est-ce pas? Et parfois, il y a beaucoup de zones d'ombre qu'on doit éclairer pour pouvoir avancer dans la prochaine vie. Alors, donc, après un temps d'assimilation des expériences vécues sur Terre, pendant la dernière incarnation, surtout la dernière incarnation, la situation pendant cette période-là est à maturité pour que la suite puisse se dérouler selon l'ordre naturel des choses, de la nature. Et l'ordre naturel de la nature, c'est toujours le mouvement. On ne peut rien trouver dans l'univers qui soit inactif. Référence Bhagavad Gita, référence Upanishad, référence tout ce que vous pouvez lire, tout l'univers, c'est cette dynamique qui est basée sur le mouvement incessant, perpétuel. Donc tout change, donc il faut que ce courant de l'évolution, ce courant de la conscience avance et bouge. Donc après le temps d'assimilation, à un certain moment où la maturité, entre guillemets, de l'âme, de la situation, arrive à terme, eh bien, on ne peut pas éviter la réincarnation. Toutes les tendances, à ce moment-là, sont déjà assemblées, rassemblées. Les tendances des vies passées sont en attente à la porte de la réincarnation. Qu'est-ce qui va se passer?
Cette porte, c'est une porte de matérialisation plus grossière. C'est la porte de réincarnation. De fait, toutes les tendances que nous avons rassemblées sont rassemblées, modelées, ils sont là pour modeler sans trop de précision tous les véhicules inférieurs de l'individu, c'est-à-dire le corps physique, l'éthérique, l'astral et le mental. L'ego se réincarnant, qui se constitue de Atma Buddhi Manas, dont je vous ai parlé grossièrement l'avant-dernière fois, cette entité qui s'appelle l'ego spirituel va donc prendre possession de ces tendances. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui est très très drôle comme image, c'est-à-dire qu'à la conception, l'ego se réincarnant se laisse glisser. Vous savez, comme on fait dans un toboggan, hein, se laisse glisser de façon inconsciente dans une sorte d'entonnoir. Imaginez déjà une sorte de toboggan vertigineux. Alors, cet ego réincarnant, l'ego spirituel, se glisse là-dedans, évidemment perdant la conscience, se glisse dans ce toboggan vertigineux et le voilà, en tant que conscience, cet ego se retrouve à l'étroit. Ben oui, à l'étroit après la conception, à l'étroit sous forme, le voilà à l'étroit sous forme de tétard. C'est un tétard qui se trouve dans un milieu aquatique où il va évoluer, transmuer incessamment jusqu'à la forme humaine d'un petit fœtus, un grand fœtus, et mûr à être né. Le bébé qui va naître, brusquement, il change de milieu. Il va naître brusquement dans un milieu différent. Hein, du milieu aquatique, il passe au milieu aérien. Et ce bébé portera comme inné toutes les tendances du passé. On se défichtre. Ce n'est pas une page blanche, vierge, comme on a l'habitude de penser. Non, on n'est pas né complètement comme une page blanche. On a un inné. Il n'a pas choisi de famille, non, mais ses tendances l'ont orienté inexorablement vers un contexte où il pourrait avoir des conditions pour apprendre et évoluer dans les meilleures conditions définies par les seigneurs du karma. À ce sujet-là, on va prendre à la prochaine session. Mais à partir donc de ce moment-là, on voit très très bien qu'on ne peut pas dire, quand on a un différend avec la famille, on ne peut pas dire, mais qu'est-ce qu'on a fait pour naître dans la famille? Eh bien non, nos tendances nous ont poussés à naître dans des conditions déjà prédéfinies par les scandales du passé. À partir de soi-même, X, Y, Z, Monsieur Martin, Madame Brown, à partir de soi, son caractère, ses tendances, ses préférences, ses aversions, etc., on peut affiner les probabilités de l'entité passée. C'est-à-dire que on peut très très bien, nous observant nous-mêmes ou observant quelqu'un d'autre, avec finesse, avec ce sens d'analyse et de synthèse, nous pouvons voir très bien quelles étaient les tendances du passé de l'individu. N'est-ce pas? Et tout cela, vous allez dire, est-ce qu'on peut nommer? Celui-ci, il peut être Martin Luther King parce qu'il est paisible, etc. Non, on ne peut jamais, jamais nommer parce que ce n'est pas possible. Alors, je vois déjà une question qui arrive dans le mental des auditeurs. Mais comment se fait-il que l'éditeur a écrit un livre avec plein des vies antérieures, d'anciennes, etc. Mais oui, vous savez, oui, ça arrive. Ça arrive. L'éditeur, avec sa tendance très romantique, très lyrique, et c'est un siècle aussi, c'est le siècle qui définit aussi la tendance de la pensée. Donc,
c'est utile à une certaine époque parce que ces livres-là qui décrivent les vies antérieures mentionnent des vies antérieures de beaucoup de gens, hein, avec plein de noms mythiques, des noms, etc., ont certainement inspiré un certain nombre de membres de la société théosophique, mais ça fait aussi beaucoup de dégâts parce que les gens qui ont lu cela s'imaginaient beaucoup de choses. Alors donc, oublions et considérons que c'est une question déjà répondue. Alors donc, on n'a pas la possibilité de nommer avec précision nos vies antérieures. Alors, pourquoi on ne peut pas nommer? On a tendance à le faire parce que c'est gratifiant, c'est amusant à la limite. Et je dirais, combinant les deux ensemble, c'est apaisant pour les gens qui ont un mental très inquiet. Ça les stabilise en pensant qu'ils ont été éteints. Et aussi, c'est une source de revenus d'une certaine catégorie de professions. Évidemment, je n'ai pas de jugement de valeur, mais je pense qu'au niveau karmique, ce n'est pas très recommandé. Voilà le pourquoi on ne peut pas préciser le nom de l'entité du passé, tout simplement parce que ce qui est passé est passé. C'est aussi quelque chose de si brusquement choquante comme la vérité première que ce qui est passé est passé. Alors donc, contrairement à la science-fiction qui fait voyager dans le passé pour corriger le présent, c'est facile, c'est encore gratifiant, c'est amusant, mais on ne peut pas revenir en arrière pour supprimer des auteurs, des horreurs comme l'Holocauste. On ne peut pas, hein, même si on imagine beaucoup de choses. Mais par contre, on peut agir dans le présent afin que de telles possibilités ne se renouvellent pas. Car seul le futur est susceptible au changement, et ce, à travers le présent. On ne peut pas agir dans le passé est passé. Par contre, on peut agir pour changer des choses déjà qui se forment à l'horizon pour le futur, mais on peut changer. Comprenant ceci, nous pouvons préparer notre future incarnation. Ce n'est pas chouette ça, que si on comprend, on prépare notre future incarnation. C'est-à-dire qu'on ne vit plus dans cette vague probabilité, on ne sait pas, ça ne fait rien, on y va comme un aveugle, hein, on tombe dans le fossé, on se relève, on recommence, et on reste toujours aveugle. Ce qui nous amène tout droit au sujet du karma que nous allons explorer en même temps que le dharma dans la prochaine session. Aujourd'hui, je ne dis pas plus que cela. Je pense qu'avec les 4 éléments de principe, vous pouvez imaginer, si cela vous amuse, vous aider surtout à imaginer les tendances du futur, les tendances à notre prochaine naissance, mais pas deviner à savoir qui nous avons été. Parce que c'est le passé, on ne peut rien faire. On a pu être un criminel, on a pu être un héros, on a pu être... Combien de nous peut dire qu'on était complètement pur et complètement comme une page blanche dans le passé? Combien de crimes on a commis? Cela aussi corrobore cette pensée que c'est avec compassion que l'on oublie notre passé pour pouvoir recommencer à neuf. Voilà, donc j'espère pouvoir être utile en vous partageant ceci. Maintenant, le reste du temps pourrait être consacré aux questions et aux commentaires. On a parlé de la compassion que l'on peut avoir envers soi par rapport à notre vie. Cher ami, je n'ai pas parlé de la compassion envers soi. Je parle de la compassion des seigneurs du karma qui
qui peut-être, qui nous ont donné ce cadeau de l'oubli. L'oubli intentionnellement, pour ne pas apporter comme fardeau notre passé. Et cet oubli, c'est un cadeau par compassion, selon ma compréhension. Mais on n'a pas besoin d'avoir la compassion par soi-même, pour soi-même. Hein. C'est suffisant comme ça. On se soigne, on prétend aimer tellement nous quand on fait des bêtises. Non, la compassion, c'est pour tout le monde, mais pas pour soi-même. Et la compassion dont je parlais tout à l'heure, c'est l'oubli que les seigneurs du karma nous ont donné pour quand même alléger notre route. Il y a une question qui dit à quel phénomène avons-nous affaire lorsque les enfants décrivent leur vie passée avec précision? Oui, c'est un fait. Je vous en ai parlé dans la première session concernant la réincarnation, l'avant-dernière session. Il y a des enfants qui décrivent les choses, mais ils sont des enfants, après ils oublient parce qu'ils ont à écrire leur propre page. On ne va pas traîner des casseroles comme ça dans notre voyage. Quand on change de route, on jette les véhicules. Quand on va en montagne, on ne va pas porter la barque sur le dos. Donc, les enfants peuvent raconter les choses factuellement vraies. C'est un fait. Je vous en ai parlé l'avant-dernière fois. Mais cela ne donne pas cette possibilité qu'en tant qu'adulte, on peut dire cette personne a été Napoléon, cette personne a été Cléopâtre. Parce que tout a changé dans les choses. Les atomes constituant l'individu, Napoléon, ne peut pas se rassembler de la façon identique parce qu'il y a déjà de l'eau qui a coulé sous les ponts. Voilà. Donc le passé, on ne peut pas le reconstituer. Question. L'oubli de nos vies antérieures est-il total dans cette vie? N'avons-nous pas des instants de souvenir, des émotions, l'impression d'avoir déjà rencontré quelqu'un? L'oubli ne peut jamais être total. Pourquoi? Parce qu'il y a des empreintes du passé dans les skandhas. Et plus la personne est sensible, plus elle a tendance à avoir des impressions. Maintenant, ce sont des impressions qui peuvent être positives ou négatives. Positives quand on prend les choses de façon calme, ça peut arriver que l'on ne travaille pas sur cela comme ingrédient pour élaborer quelque chose qui est virtuel. L'oubli n'est jamais total, dans ce sens que d'un côté, nos atomes, on ne peut pas être complètement reconstitués en tant que tels. C'est pour cela que Napoléon ne peut pas être Napoléon exactement. Mais comme les atomes suivent quand même les tendances certaines, qui vont redessiner des caractères, des tendances. Et à partir de ces caractères et de ces tendances-là que nous essayons d'observer chez nous, que nous pourrions éventuellement retracer à l'envers pour voir quelle serait la catégorie d'individus qu'on a été en réincarnation du passé. L'oubli ne peut pas être total puisque nous sommes le résultat du passé. Nous sommes le résultat de nos actes. Notre caractère, c'est le résultat de nos actes du passé. Et le futur va porter le caractère de nos actes dans le présent. Quand je dis que l'oubli comme compassion des seigneurs du karma, je voulais dire qu'il y a des karmas très lourds, il y a des tendances très lourdes, il faut les oublier. Et c'est par compassion que ces êtres élevés qui régentent l'univers suspendent, c'est une suspension
parce qu'il faut quand même payer nos dettes. Hein. Il n'y a pas dans la doctrine théosophique, il n'y a pas de rachat de faute par un tiers. Vicarious atonement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de rachat de faute par quelqu'un d'autre. Donc, ça donne des êtres courageux, intègres, qui s'assument, on fait une faute, on répare. Hein. Et donc, bien que l'oubli soit là pour les grosses fautes, pour alléger notre fardeau, l'oubli ne peut pas être non plus total. Et c'est aussi une loi, puisque ces choses-là sont portées par des atomes qui continuent à fournir des véhicules du présent. Nous avons parfois des instants de souvenir, certainement, des émotions, des impressions, etc. Mais nous devrions quand même être très, très clairs quand on observe ces phénomènes. Parce que notre être, c'est quelque chose de complexe. On peut très, très bien avoir des super pouvoirs dans le style de copier un petit truc et puis coller dans un autre, et comme ça que le passé peut revenir sous forme virtuelle, parce que bien que chaque phrase soit vraie, la recomposition de l'impression constituée par ces phrases pourrait être simplement virtuelle. J'espère pouvoir répondre à cette question très intéressante qui pourrait nous amener à nous analyser et arriver à un affinement de nos sentiments, de notre vécu. Ma question, est-ce qu'il y a des procédés par lesquels on peut revoir ses vies antérieures? Ça vous intéresserait de voir vos vies antérieures? Vous pensez que vous avez tellement de temps, d'ennui, que vous allez surfer sur le passé au lieu de faire maintenant, construire votre futur? Prière de nous rappeler les 4 principes. Eh bien, je peux vous les répéter, mais les prochaines fois, cher Michel, vous allez avoir un carnet auprès de vous, d'accord? Je vais vous le répéter parce que heureusement que pour une fois, j'ai écrit une certaine chose que je puisse partager avec vous, parce que d'habitude, c'est direct. Alors donc, vous avez quelque chose pour noter? 4 principes. Premièrement, l'agrégation par similitude. Tout ce qui se ressemble, s'assemble. Deuxième principe, le raisonnement par analogie. Troisième principe, application de l'analyse et de la synthèse. Et quatrième principe, vérification de la plausibilité par l'usage du discernement. Je pensais que cette session suscite beaucoup plus de questions. Je me suis trompée. C'est moi qui vous pose cette question. Avez-vous jamais imaginé que vous étiez un personnage connu dans le passé? Question. Il y a une réponse à ma question, c'est non, jamais. Deuxième question, non, parfait. Deuxième réponse, très bien. Et entre-temps, il y a une question qui rentre. Comment modifier les tendances futures?
en travaillant sur soi, sur ces tendances présentes. Vous savez que ce qu'on appelle le tempérament, hein, les tendances, des choses que Madame Blavatsky énumère dans son diagramme de méditation, dépend de la colonne de droite là, il y a plein de choses à changer, et ne serait-ce que pour des choses très simples. Le mental associé au véhicule inférieur, il est complètement sous la domination de la matière. Et la matière, c'est le mouvement incontrôlé. Hein, c'est tous les atomes qu'on a étudiés, quand ils ne sont pas soumis à des forces bien contrôlées, ils sont dans un mouvement brownien, c'est-à-dire qu'ils sont dans tous les côtés. Et le mental inférieur, associé au véhicule inférieur, il est comme ça. Il est sous l'emprise de la matière brute, hein, soi-disant. Et donc, la tendance générale, sans que nous soyons capables de faire quoi que ce soit, pour le moment, c'est ça. Mais si on a cette volonté et ce désir de faire quelque chose, il faut d'abord observer et s'améliorer, normalement. Alors, normalement, quelqu'un qui s'agite pour un rien, pour un oui, pour un non, peut très bien se poser et à ce moment-là dire, mais est-ce que ça c'est raisonnable de rester dans une telle situation? Ça nous arrive à nous tous, hein, plus ou moins longtemps, plus ou moins souvent, mais ça nous arrive encore tous parce que nous sommes encore injectés dans la collectivité du monde. Hein, et donc, même au niveau des vibrations, au niveau du magnétisme, on est plus ou moins influencé. C'est pour cela qu'on préconise la méditation pour avoir des moments tout à fait privilégiés pour quand même se distancer de ce monde-là, pour se faire à soi-même un monde dans lequel le calme peut très très bien être la condition qui prévaut dans ce sens, au lieu d'être constamment dans l'agitation. Je pense qu'on ne peut pas changer, dire les tendances du futur. On corrige nos tendances dans le présent, eh bien, automatiquement, le futur sera modifié. Quelqu'un qui est moins inquiet dans le présent va donc créer des tendances, des scandales plus calmes pour sa future incarnation. Je pense que c'est de la simple logique. Oui, personne ne se rappelle d'avoir été quelqu'un de classe sociale basse. Ce ne sont que des rois ou des mages. Cela me paraît un peu suspect. Oui, vous ne savez pas le nombre de Cléopâtre et de Napoléon que j'ai rencontrés. Mais jamais j'ai rencontré quelqu'un qui vient et qui me dit « j'étais balayeur », même ou bien bâtisseur, ou bien tailleur de pierre et de briques en Égypte. Non. Mais vous voyez très bien, si vous avez remarqué cela, c'est tout à fait positif et cela donne une petite leçon qu'on imagine beaucoup de choses. Et pas seulement dans ce domaine, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut imaginer et puis on se raconte, on se fait un cinéma. Voilà, on se raconte des histoires, on se fait un cinéma. C'est bien que vous ayez remarqué cela. Les 4 principes sont donnés pour la réflexion sur la réincarnation. C'est une question. Si vous voulez faire un petit jeu pour savoir dans quelles conditions vous avez été, vous pouvez appliquer ces 4 principes-là pour affiner les probabilités, sans dire que vous êtes Cléopâtre ou Antoine ou César.
n'importe qui, mais vous pouvez très très bien vous placer dans une catégorie de gens qui ont cette tendance-là, sans dire que vous êtes Madame Martin, Monsieur Dupont ou quelque chose comme ça, parce que c'est impossible, c'est une prétention. Je vais poser la question de savoir s'il y a des procédés pour revoir sa vie passée, mais comme ma vidéo s'est coupée, je n'ai pas entendu la réponse. Je pose la question parce qu'il y a des gens qui font croire qu'ils peuvent revoir leur vie passée à travers des rêves. Est-ce possible? Essayez d'avoir une vidéo qui marche mieux, monsieur, parce que si tout le monde a ces problèmes-là et que je dois répéter, je n'ai pas de réponse à votre question. Tout simplement, je dis qu'il faut éviter d'utiliser ces méthodes parce que c'est tout simplement des aveugles qui conduisent des aveugles et tous les deux, ils vont tomber dans le même fossé. Parce que la personne qui prétend, eh bien, cette personne a ses propres rêves, ses propres virtualités. Et elle prétend vous conduire dans quelque chose avec votre propre virtualité. Pour moi, c'est même à la limite, pour moi, c'est de mauvais goût. Vous voyez? Alors donc, je ne suis pas du tout en faveur de ça. Et puis, les rêves, bon, il y a plusieurs sortes de rêves. Hein. On va certainement avoir une session sur les rêves, mais en général, il y a des rêves d'indigestion. Déjà, vous faites un repas très, très abondant. Vous vous couchez tout de suite, vous allez faire des rêves, des cauchemars, et vous ne pouvez pas dire que c'est vous prédisez, que vous faites des prédictions d'avenir. Ce n'est pas possible. Il y a des rêves de souvenirs, c'est-à-dire que vous pouvez très très bien rêver sur les gens que vous aimez et que ces gens-là sont maintenant de l'autre côté du monde physique, c'est possible. Vous pouvez rêver. Donc, se poser la question, est-ce que ces rêves tiennent de la réalité de la réalité d'un autre monde, ou bien c'est seulement lié à votre propre capacité de générer des rêves à partir de vos frustrations et de vos douleurs et de vos peines. On ne sait pas. Hein. Et en général, on ne se pose pas de questions de façon très durable parce qu'on aura vite choisi la solution qui nous conforte le mieux. Hein. Et puis, il y a une troisième sorte de rêve, c'est des rêves d'enseignement. Mais là, c'est très rare. Il faut mériter. Il faut mériter. Et ces rêves-là, c'est toujours sous forme de symboles. Vous n'avez pas de genre, de paysage, de rien. Mais là, c'est très, très rare et je ne veux pas en parler trop. Hein. Alors, donc, les choses prémonitoires, ça existe. Ça existe parce qu'il y a de temps en temps, il y a des cas où l'éthérique, l'astral, astro-éthérique, ou bien le complexe hétéro-astro-mental, en tant qu'entité séparée de l'ego spirituel supérieur, peut se perdre dans des mondes inférieurs. Il y a des mondes d'existence inférieure où il ne faut pas s'aventurer trop, parce que ça, c'est comme explorer la forêt vierge sans avoir aucun moyen de connaître et se défendre. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui se sont perdus comme ça. Et je pense qu'il y a encore une catégorie de gens qui utilisent des petits bribes de pouvoir liés à ce monde inférieur, hétéro, astro-mental, qui guide des gens simplement pour avoir des avantages matériels, pour avoir de l'influence sur eux, pour avoir du pouvoir sur eux, et leur karma sera à être compté à la fin de leur vie.
je vous ai prévenu que vous serez déçus parce que vous ne saurez rien sur votre vie antérieure. C'est à vous maintenant de travailler. Et en fait, pour moi, je trouve qu'il est important de comprendre le mécanisme, enfin dans les termes tout à fait généraux, mais que pour moi, je n'ai pas tellement de temps dans cette vie-là pour me consacrer à ce sujet, puisqu'il y a d'autres choses à s'occuper, c'est surtout du futur. Donc, il faut travailler dans le présent, tout simplement. OK. S'il n'y a plus de questions, ni de commentaires, nous pouvons ajourner notre rencontre aujourd'hui. Alors donc, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.